Je m'appelle Margot Hayes et j'ai 66 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter a changé ma vie à jamais. Les funérailles de mon mari, Ernest, ont été le jour le plus silencieux de toute mon existence. Là, près de sa tombe, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a glacée. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil, ai-je répondu, les mains tremblantes. Qui êtes-vous? La réponse m'a coupé le souffle. Je ne peux pas le dire. Il surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Cet instant a déchiré mon âme en deux. Mon monde s'est effondré quand j'ai vu Charles et Henri, mes propres fils, debout près du cercueil avec des expressions étrangement calmes. Quelque chose n'allait pas. Leurs larmes semblaient forcées, leurs étreintes froides comme la glace. Pendant 42 ans, Ernest avait été mon partenaire, mon refuge, ma raison de vivre. Je l'ai rencontré quand j'avais 24 ans, dans la petite ville de Spring Creek. Nous avons grandi sur les mêmes routes poussiéreuses, partageant des rêves modestes. Je faisais des ménages pour aider ma mère malade, tandis qu'Ernest réparait des bicyclettes dans un petit atelier qu'il avait hérité de son père. Nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Nous avions quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Un amour vrai. Je me souviens de la première fois qu'il m'a parlé. C'était un mardi matin. Je marchais vers le marché dans ma robe verte délavée et mes chaussures usées. Il est sorti de son atelier, les mains tachées de graisse, et m'a souri avec une timidité qui m'a fait tomber amoureuse de lui instantanément. « Bonjour Margot », a-t-il dit d'une voix douce. « Tu veux que je jette un œil à ton vélo ?» Je n'avais pas de vélo, mais j'ai inventé une excuse juste pour lui parler. Cette conversation est devenue des rendez-vous sous le grand vieux chêne du parc de la place de la ville, puis des promesses d'amour éternel et enfin un mariage simple, plein d'espoir. Les premières années ont été difficiles. Nous vivions dans une maison de 2 chambres avec un toit en tôle. Quand il pleuvait, nous placions des casseroles partout pour recueillir les fuites, mais nous étions heureux. Ernest travaillait du lever au coucher du soleil dans son atelier. Et moi, je cousais des vêtements pour les femmes du coin. Quand Charles est né, j'ai cru que mon cœur allait éclater de bonheur. C'était un beau bébé avec les grands yeux de son père et mon sourire. 2 ans plus tard, Henri est arrivé, tout aussi parfait. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs. Ernest était un père merveilleux. Il les emmenait pêcher à la rivière le dimanche, leur apprenait à réparer des choses avec leurs mains et leur racontait des histoires avant de dormir. Je les nourrissais, les habillais, les consolais quand ils pleuraient. Nous étions une famille soudée, du moins je le croyais. En grandissant, les choses ont commencé à changer. Charles, l'aîné, a toujours été ambitieux. Très jeune, il demandait pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Henri suivait son exemple en tout, comme il l'avait toujours fait. Quand Charles a eu 18 ans, Ernest lui a proposé un travail à l'atelier, mais il l'a rejeté avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi, papa. Je vais devenir quelqu'un d'important. » Ces mots ont profondément blessé Ernest, même s'il ne me l'a jamais dit. Je le voyais assis sur le porche le soir, fixant les étoiles avec un air de tristesse. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais tout son mode de vie. Les années ont passé et, à ma surprise, Charles a réussi à se faire un nom dans le monde des affaires. Il a trouvé un emploi dans une société immobilière en ville. Henri l'a suivi peu après. Ils ont commencé à gagner de l'argent, bien plus que ce qu'Ernest et moi avions jamais vu. Au début, j'étais si fière. Mes fils avaient accompli ce que nous n'avions jamais pu faire, échapper à la pauvreté et se bâtir une vie meilleure. Mais peu à peu, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites sont devenues plus rares et les appels plus courts. Quand ils venaient, ils arrivaient dans des voitures coûteuses, habillés de costumes élégants, parlant d'investissement et de propriété. Ils nous regardaient avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Maman, » m'a dit Charles, lors d'une de leurs visites sporadiques, « toi et papa devriez déménager dans un endroit meilleur. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison, mais cette maison contenait tous nos souvenirs. C'était là que nous avions élevé nos fils, partagé des milliers de repas, vieilli ensemble. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était notre foyer. Ernest, toujours sage, me disait «
Margot, l'argent a changé nos garçons. Nous ne leur suffisons plus. J'ai refusé d'y croire. Je continuais à justifier leurs absences, leurs appels brefs, leurs promesses brisées. Ils sont occupés à construire leur vie, me disais-je. Un jour, ils redeviendront les garçons aimants que nous avons élevés. Mais au fond de moi, je savais qu'Ernest avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant de perdre mon mari. Je ne savais juste pas à quel point ils étaient devenus des étrangers pour nous. Le changement le plus radical est arrivé quand Charles a épousé Jasmine Albright, une femme de la ville qui ne cachait jamais son mépris pour notre mode de vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, elle est arrivée en talons hauts, qui s'enfoncèrent dans la terre de notre porche, et dans une robe rouge élégante qui semblait valoir plus cher que tout ce que j'avais possédé dans ma vie. Enchantée, a-t-elle dit avec un sourire forcé, tendant à peine le bout de ses doigts pour me saluer. Ses yeux ont balayé notre humble maison avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui me faisait me sentir petite. Pendant le dîner, Jasmine a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Elle déplaçait le pain de viande sur son assiette et découpait de minuscules morceaux de poulet, mais elle n'a presque rien mangé. Charles semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses dont il n'avait jamais eu honte auparavant. La prochaine fois, on les emmènera au restaurant, a-t-il chuchoté à Jasmine, croyant que je n'entendais pas, mais j'ai entendu. Chaque mot a transpercé mon cœur comme un couteau. Henri, de son côté, est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Ses visites se limitaient aux occasions spéciales, et même alors, il semblait toujours pressé de partir. Il était constamment sur son téléphone, concluant des affaires, même pendant nos conversations. « Maman, je dois y aller », disait-il toujours avant même l'heure. « J'ai une réunion importante tôt demain. Les dimanches en famille sont devenus un souvenir lointain. Les Noëls se sont refroidis et sont devenus formels. Mes fils apportaient des cadeaux coûteux dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient 2 ou 3 heures puis repartaient avec un soulagement évident. Ernest et moi avons vieilli seuls, nous réconfortant l'un l'autre. Il continuait à travailler à l'atelier, même si ses mains n'avaient plus la même force. Je continuais à coudre, mais mes yeux n'étaient plus les mêmes. Nous nous débrouillions avec notre petit revenu, fiers de ne rien demander à nos fils prospères. « Tu sais ce qui est le plus triste, Margot ?» m'a dit Ernest un soir en buvant du café sur le porche. « Ce n'est pas qu'ils aient de l'argent, c'est que l'argent leur a fait croire que nous ne sommes plus importants. » Il avait raison, comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement, ils avaient changé dans leur cœur. Nous n'étions plus leurs parents bien-aimés. Nous étions un rappel gênant d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré quand Charles a acheté une maison à 200 000 $ dans un quartier huppé de la ville. Henri a fait la même chose peu après, investissant dans un condo de luxe à 150 000 $. Soudain, nos fils possédaient des fortunes que nous ne pouvions même pas imaginer. Vous devriez vendre cette maison et emménager dans une résidence pour retraités, a suggéré Jasmine lors d'une de ses rares visites. Il y a des endroits très agréables pour des personnes de votre âge. Vous seriez plus à l'aise. Le mot résidence m'a frappé comme une gifle. Une résidence pour retraités. Après 40 ans à bâtir notre maison, après avoir élevé ses fils avec tant d'amour, il voulait nous envoyer dans un établissement. Nous n'avons pas besoin d'un établissement, a répondu Ernest avec la dignité qui le caractérisait toujours. Nous allons bien ici, dans notre maison. Mais j'ai vu l'expression sur les visages de Charles et Henri. Ils soutenaient l'idée de Jasmine. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique. C'est alors que les suggestions plus directes ont commencé. Charles est venu un jour avec des papiers à la main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman ?» a-t-il dit avec ce faux sourire qu'il avait perfectionné. « J'ai réfléchi à votre avenir. Cette maison vaut au plus 1 000 $. Si vous la vendez, je peux ajouter un peu d'argent pour que vous puissiez aller dans un endroit meilleur, un endroit plus correct. Pour nous, il n'y avait pas d'endroit meilleur que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Charles ne comprenait pas. Pour lui, tout se réduisait à des chiffres, à une valeur monétaire. Et puis, a-t-il continué, je pense que papa devrait prendre sa retraite de l'atelier.
Il a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Ernest la regardait avec une tristesse infinie. Mon fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me maintient en vie, ce qui donne un sens à mes journées. Mais tu pourrais te blesser? A insisté Henry, soutenant son frère comme il l'a toujours fait. À ton âge, un accident serait très dangereux. Leurs mots semblaient attentionnés, mais je percevais quelque chose de plus derrière, une impatience, une urgence que je ne parvenais pas à saisir. Les mois suivants ont été tendus. Mes fils ont augmenté la pression pour que nous vendions la maison. Ils amenaient des agents immobiliers sans nous prévenir. Ils l'ont fait estimer sans notre permission. Ils ont même commencé à parler de ce qui serait mieux pour tout le monde. Écoutez, nous a dit Charles pendant un dîner particulièrement gênant. Jasmine et moi avons décidé d'avoir bientôt des enfants. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses. Si vous vendez la maison et déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être un héritage anticipé. Un héritage anticipé? Il réclamait notre héritage alors que nous étions encore en vie. L'audace de cette demande m'a laissé sans voix. Ernest est resté calme, mais j'ai vu sa mâchoire se tendre. Mon fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous sommes en vie, nos décisions nous appartiennent. Ne sois pas obstiné, a coupé Henri avec une dureté que je ne lui avais jamais connue. Vous êtes vieux maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Ernest et moi sommes restés éveillés à parler jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons envisagé que nos fils n'étaient peut-être pas les personnes que nous pensions avoir élevées. Quelque chose ne va pas, Margot, m'a dit mon mari avec une inquiétude que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ce n'est pas seulement de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots étaient justes. Je ne pouvais pas imaginer que mes propres fils préparaient quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Je ne savais pas que la tragédie qui arrivait ne serait pas un accident du destin, mais un complot soigneusement orchestré par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Charles, c'était 3 semaines avant la mort d'Ernest. Il est venu seul, sans Jasmine, et semblait plus sérieux que d'habitude. Maman, m'a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine, où il avait pris tant de petits déjeuners enfants. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, Henri et moi nous prendrons toujours soin de toi. Ces paroles m'avaient apaisée sur le moment, mais aujourd'hui, en les repensant près de la tombe d'Ernest, elles me donnent des frissons. Pourquoi a-t-il dit quoi qu'il arrive? Que savait-il que j'ignorais? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Ernest était parti tôt pour l'atelier, comme il le faisait tous les jours depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine à préparer son déjeuner préféré, pain de viande et purée, quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacée. Madame Hayes? A demandé une voix inconnue. Je vous appelle de l'hôpital Mémorial. Votre mari a eu un accident grave. Vous devez venir immédiatement. Les mots se sont brouillés dans mon esprit comme de l'encre dans l'eau. Le monde s'est arrêté. Mes jambes se sont dérobées et j'ai dû m'accrocher au chambranle pour ne pas tomber. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est en soins intensifs? Madame, venez s'il vous plaît le plus vite possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar brumeux. Ma voisine, Doris, a dû me conduire parce que je tremblais tellement que je n'arrivais même pas à tenir les clés. Tout le long, mon esprit refusait de comprendre ce qui se passait. Ernest était prudent, méticuleux. Comment cela pouvait-il arriver? Quand nous sommes arrivés, Charles et Henri étaient déjà là. Cela m'a surprise parce que personne ne les avait prévenus, pas à ma connaissance. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas fait attention à ce détail. « Maman » a dit Charles en me serrant avec une force qui semblait sincère. « Papa est dans un sale état. Les médecins disent qu'une des machines de l'atelier a explosé. Il a de graves brûlures et un traumatisme crânien. » Les yeux de Henri étaient rouges, mais quelque chose dans son expression sonnait faux. Il semblait plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes plutôt que quelqu'un qui souffre pour son père. « On peut le voir ?» ai-je demandé désespérée.
Seulement la famille proche, une personne à la fois, et 5 minutes maximum, a expliqué l'infirmière. Quand je suis entrée dans cette chambre de réanimation, mon cœur s'est effondré. Ernest était relié à une douzaine de machines, avec des bandages couvrant la plupart de son visage et de ses bras. Je le reconnaissais à peine. Sa respiration était laborieuse, artificielle, maintenue par les appareils qui bipaient sans cesse. Je me suis approchée de son lit et j'ai pris sa main, la seule partie qui semblait intacte. Ernest, mon amour, je suis là. Tout ira bien. Tu vas guérir comme tu l'as toujours fait. Un instant, j'ai senti une légère pression dans ma main. Ses yeux ont bougé derrière ses paupières. Il se battait. Mon guerrier se battait pour revenir vers moi. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je vivais pratiquement à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Charles et Henry se relayaient pour m'accompagner, mais ils semblaient plus intéressés à parler aux médecins qu'à réconforter leur père. J'ai surpris des bribes de conversation que je ne comprenais pas entièrement sur le moment. Henry demandait des informations sur l'assurance médicale, sur le coût du traitement. Charles était au téléphone parlant de police d'assurance vie et de bénéficiaires. Maman m'a dit Charles le 2e jour, on a vérifié l'assurance de papa. Il a une assurance vie de 50 000 $. Il y a aussi une assurance accident du travail qui pourrait couvrir jusqu'à 75 000 de plus. Pourquoi me parlait-il d'argent alors qu'Ernest se battait encore pour vivre? Pourquoi s'inquiétait-il de l'assurance plutôt que du rétablissement de son père? Je me fiche de l'argent, ai-je répondu sèchement. Je veux juste que papa aille mieux. Bien sûr, maman, a-t-il dit, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'ai pas aimé. Une froideur, une calculatrice qui fonctionnait tandis que son père agonisait. Le 3e jour, les médecins nous ont annoncé la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Patterson, un homme âgé au regard compatissant, nous a réunis dans un petit bureau. Madame Hayes, a-t-il commencé doucement, l'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que nous le pensions. Nous devons être réalistes quant à ses chances. Qu'est-ce que cela veut dire? Ai-je demandé, même si mon cœur connaissait déjà la réponse. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre mari est dans un coma artificiel. Nous pourrions le maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie, eh bien, il est très peu probable qu'il retrouve un jour la conscience. Mon monde s'est effondré. 42 ans de mariage, une vie entière bâtie ensemble. Et maintenant, on me disait que tout s'évanouissait comme de la fumée. Nous voulons tout tenter, ai-je dit en sanglotant. Peu importe le coût, peu importe le temps. Mais Charles a échangé un regard avec Henri qui m'a profondément troublée. Maman, a dit Charles d'une voix qui voulait paraître compréhensive, il faut être pratique. Papa ne voudrait pas vivre comme ça. Il disait toujours qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour qui que ce soit. Un fardeau. J'ai explosé d'une colère dont je ne me croyais pas capable. C'est votre père. Ce n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui vous a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour vous donner le meilleur qu'il pouvait. On le sait, maman, a ajouté Henri. Mais il faut aussi penser à toi. Les factures médicales vont être énormes. Elles pourraient anéantir toutes tes économies. Encore l'argent, toujours l'argent. Mon mari était en train de mourir et il faisait des calculs. Cette nuit-là, seule dans la chambre, j'ai pris la main d'Ernest et je lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir, mais je n'arrive pas à te laisser partir. Je n'imagine pas ma vie sans toi. C'est alors que quelque chose s'est produit, quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Ses doigts ont bougé, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres ont bougé comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. J'ai appelé les infirmières, paniquée. Il réagit. Il essaie de parler. Mais quand elles sont arrivées, Ernest était revenu à son état précédent. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. Il arrive que des spasmes musculaires involontaires se produisent, madame. Cela ne signifie pas qu'il est conscient. Mais moi, je savais ce que j'avais senti. Ernest avait essayé de communiquer. Il avait lutté pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard,
Aux premières heures du vendredi matin, les alarmes des machines se sont déclenchées. Les lumières ont clignoté. Les infirmières ont couru vers sa chambre. Je somnolais dans le couloir quand le bruit m'a réveillée. Non, 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 ai-je hurlé en courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé 40 minutes pour le réanimer, mais c'était inutile. À 4h37 du matin, Ernest a été officiellement déclaré mort. La douleur que j'ai ressentie était physique, comme si on m'avait arraché le cœur. Je me suis effondrée au pied du lit, serrant son corps encore tiède, refusant d'accepter qu'il soit parti pour toujours. Charles et Henry sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient prêts, comme s'ils attendaient l'appel. Ils ont apporté des papiers, des documents, des numéros de pompes funèbres. Nous avons déjà parlé avec les pompes funèbres de Spring Creek, a dit Charles alors que je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Ils peuvent venir chercher le corps ce matin. Nous avons aussi contacté l'assurance, a ajouté Henry. La procédure de demande d'indemnisation est déjà en cours. Comment pouvait-il être aussi efficace, organisé, froid, 1 heure seulement après avoir perdu leur père? Quelque chose n'allait pas. Mais mon chagrin était si intense que je ne pensais plus clairement. Les funérailles ont été fixées au lundi suivant. Charles a tout organisé sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, la cérémonie la plus courte, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. C'est ce que papa aurait voulu, a-t-il dit quand je me suis plainte de ne pas être incluse dans les décisions. Quelque chose de simple, sans chichi. Mais Ernest méritait mieux que cette indécente précipitation à l'enterrer et l'oublier. Le jour des funérailles est arrivé, nuageux et froid, comme si le ciel pleurait lui-même Ernest. Je portais ma seule robe noire, la même que pour l'enterrement de ma mère des années plus tôt. Je tremblais tellement que Doris a dû m'aider à boutonner les petits boutons dans mon dos. « Sois forte, Margot », a murmuré mon amie en peignant doucement mes cheveux. Ernest voudrait te voir forte, mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne s'enterrent pas aussi facilement. Chaque objet de la maison me rappelait Ernest. Sa tasse à café sur la table, ses outils sur le porche, son oreiller qui gardait encore son odeur. Quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surprise par le peu de personnes présentes. Je m'attendais à voir davantage de collègues de l'atelier, plus de voisins, plus de connaissances. Mais il n'y avait que Charles, Henri, Jasmine, Doris, moi et le pasteur. Pour un homme qui avait vécu 70 ans dans la même ville et aidé tant de gens, l'enterrement semblait étrangement vide. « Où sont les gars de l'atelier ?» ai-je demandé à Charles. « On ne voulait déranger personne », a-t-il répondu rapidement. Papa était quelqu'un de discret. Il aurait préféré quelque chose d'intime. Mais ce n'était pas vrai. Ernest aimait sa communauté. Il se souciait de ses voisins. Il aurait voulu qu'ils viennent lui dire adieu. Pourquoi Charles avait-il décidé de rendre tout si secret, si précipité? Pendant la cérémonie, j'ai observé mes fils avec une étrange distance émotionnelle. Charles affichait une expression solennelle appropriée, mais ses yeux allaient sans cesse vers sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Jasmine consultait discrètement son téléphone derrière son voile noir. Voilà comment ils disaient adieu à leur père, avec impatience et distraction. Le pasteur parlait de vie éternelle, de repos mérité, de retrouvailles avec Dieu. Ces mots me semblaient creux dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Ernest repose en paix. Je voulais qu'il rentre à la maison avec moi, que nous continuions à vieillir ensemble, à boire du café sur le porche chaque soir. Quand est venu le moment de jeter de la terre sur le cercueil, mes jambes ont refusé de me porter. Doris a dû me soutenir tandis que je sanglotais sans contrôle. Le bruit de la terre frappant le bois était définitif, sans appel, désespéré. C'est à cet instant précis, debout près de la tombe de mon mari, que mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. » Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant mes yeux comme si j'hallucinais. J'étais en train de perdre la tête à cause du chagrin. Les mains tremblantes, j'ai répondu « Qui êtes-vous » La réponse est arrivée immédiatement. Je ne peux pas le dire. Il surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Le téléphone m'est tombé des mains comme s'il brûlait.
Doris s'est penchée pour le ramasser, mais je l'ai arrêté brusquement. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre voir ces messages. Pas tant que je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça va, maman? A demandé Charles en s'approchant, l'air inquiet. Je l'ai fixé, cherchant le moindre indice sur son visage. Ses yeux semblaient sincères, mais à présent chaque geste, chaque mot, chaque expression me paraissait suspect. Ça va? Ai-je menti en glissant le téléphone dans mon sac. J'ai juste besoin de rentrer. Sur le chemin du retour, je n'arrivais pas à chasser ces messages de ma tête. Était-il possible que quelqu'un fasse une plaisanterie cruelle au pire moment de ma vie? Ou y avait-il réellement une possibilité qu'Ernest soit vivant? Mais s'il était vivant, qui avions-nous enterré? Et s'il n'était pas vivant, qui connaissait assez de détails sur nos vies pour écrire quelque chose d'aussi précis au sujet de nos fils? Cette nuit-là, seule dans ma maison qui ressemblait désormais à un tombeau, j'ai passé en revue chaque détail des derniers jours. L'accident d'Ernest avait été étrange dès le début. Selon Charles, une machine avait explosé à l'atelier, mais Ernest connaissait chaque vis et chaque fil de cet endroit. Il était méticuleux pour l'entretien, obsessionnel pour la sécurité. Et puis, comment mes fils avaient-ils pu arriver si vite à l'hôpital si personne ne les avait prévenus? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment avait-il su avant moi? Et il y avait l'argent. Dès le premier jour, Charles et Henry parlèrent de police et de bénéficiaires comme s'ils attendaient ce moment, comme s'ils s'y préparaient. J'ai décidé de vérifier les papiers d'Ernest. Dans son vieux bureau en bois, il gardait tous ses documents importants dans une boîte métallique. Assurance, acte de la maison, documents de l'atelier, tout était là. J'ai trouvé la police d'assurance vie de 50 000 $ que Charles avait mentionnée. Mais il y avait quelque chose que je ne me rappelais pas. La police avait été mise à jour 6 mois plus tôt, augmentant la couverture de 5 000 à 50 000 $. Pourquoi Ernest avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'en avait jamais parlé, et surtout, qui lui avait suggéré de le faire? J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus inquiétant. Une assurance accident du travail dont je n'avais jamais entendu parler, souscrite seulement 2 mois avant sa mort. 5 000 $ en cas de décès accidentel au travail. 15 000 au total. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une tentation suffisante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte bancaire. Regarde qui déplace l'argent. Cette fois, je n'ai pas hésité. Cette personne, qui qu'elle soit, en savait trop pour être un plaisantin. Elle connaissait l'assurance. Elle connaissait mes fils. Elle connaissait des détails que seul quelqu'un de très proche pouvait connaître. Le lendemain, je suis allée à la banque où Ernest et moi tenions notre compte depuis 30 ans. Madame Thompson, la directrice qui nous connaissait depuis toujours, m'a accueillie avec de sincères condoléances. Margot, je suis tellement désolée pour Ernest. C'était un homme bien. Merci, Madame Thompson. Je viens vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. Elle m'a montré les relevés des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a figé. Au cours des 3 derniers mois, de gros retraits avaient été effectués sur notre compte d'épargne. 1 000 $ en janvier, 3 000 en février, 4 000 en mars. De l'argent dont je n'avais pas connaissance. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé, la voix tremblante. Votre mari est venu en personne, a expliqué Madame Thompson. Il a dit qu'il avait besoin de cet argent pour des réparations à l'atelier. Mais c'est moi qui tenais les comptes du foyer. Je savais exactement combien nous avions et ce que nous dépensions. Ernest ne m'avait jamais parlé de réparations coûteuses, et nous n'avions jamais évoqué le retrait de milliers de dollars de nos économies. Avez-vous les signatures pour ces retraits? Ai-je demandé. Elle m'a montré les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature d'Ernest, mais quelque chose dans l'écriture me paraissait étrange. Trop tremblée, trop incertaine pour son écriture habituellement ferme et nette. Madame Thompson, ai-je demandé le cœur battant, est-ce qu'il est venu seul faire ses retraits ou quelqu'un l'accompagnait? Elle a réfléchi un instant. Maintenant que vous le dites, je crois qu'il est venu avec l'un de vos fils 1 ou 2 fois. Charles, je crois. Il disait qu'il aidait son père avec les papiers parce qu'Ernest avait du mal à lire sans ses lunettes.
Charles, mon fils, avait donc été impliqué dans des retraits d'argent dont je ne savais rien, prétextant la fatigue des yeux de son père, alors qu'Ernest voyait très bien avec ses lunettes qu'il ne quittait jamais dans la journée. Cet après-midi-là, tandis que je relisais les reçus de banque encore et encore, j'ai reçu un autre message. L'assurance était leur idée. Ils ont convaincu Ernest qu'il avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier l'évidence qui s'accumulait. Les assurances mystérieusement augmentées, les retraits non autorisés, la présence de Charles dans des transactions dont j'ignorais tout, son efficacité suspecte à organiser les funérailles, sa froideur pendant l'agonie de son père. Mais la question qui me terrifiait était de savoir s'ils avaient réellement planifié la mort d'Ernest, comment ils l'avaient fait et qui m'envoyait ces messages. Comment cette personne pouvait-elle en savoir autant? Les jours suivants sont devenus un cauchemar de doutes et de suspicions. Chaque sourire de Charles, chaque étreinte de Henri, chaque mot de condoléance me semblait être un masque cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant d'accepter une vérité aussi horrible que celle qui se dessinait dans mon esprit. Mon téléphone continuait de recevoir des messages du numéro mystérieux. Va à l'atelier d'Ernest. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. J'ai décidé d'aller à l'atelier pour la première fois depuis l'accident. Charles avait dit qu'une machine avait explosé. Mais en arrivant, j'ai trouvé quelque chose de totalement différent de ce à quoi je m'attendais. L'atelier était étrangement propre, trop propre pour avoir été le lieu d'une explosion. Il n'y avait pas de traces de brûlure sur les murs, pas de débris, aucun signe de destruction comme un accident aussi grave aurait dû laisser. Où est la machine qui a explosé? Ai-je demandé à voix haute. J'ai fouillé tout l'atelier et j'ai trouvé chaque machine à sa place, fonctionnant parfaitement. Le poste à souder, le compresseur, la scie électrique, tout était intact. Qu'est-ce qui avait donc causé l'accident? Dans le bureau d'Ernest, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacée. Une note de sa main, datée de 3 jours avant sa mort. Charles insiste pour que je prenne plus d'assurance. Il dit que c'est pour Margot. Mais quelque chose ne me semble pas juste. Je ne fais pas confiance à ses intentions. En dessous, une autre note. Henri m'a apporté des papiers à signer. Il dit que c'est pour moderniser l'atelier, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi tant de précipitation? Mon mari avait eu des soupçons. Il avait pressenti les intentions mauvaises de nos fils, mais il était mort avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une enveloppe scellée à mon nom. Je l'ai ouverte en tremblant. C'était une lettre d'Ernest. Ma très chère Margot, si tu lis ceci, cela signifie qu'il m'est arrivé quelque chose. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Charles et Henri. Ils s'intéressent trop à notre argent, à l'assurance, à la vente de la maison. Jasmine leur met beaucoup de pression. Hier, Charles m'a dit que je devrais être plus préoccupée par ma sécurité parce qu'à mon âge, n'importe quel accident peut être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont semblé une menace. Je t'aime, Margot. S'il m'arrive quelque chose, ne fais confiance à personne aveuglément, pas même à nos fils. La lettre m'est tombée des mains. Ernest avait pressenti sa propre mort. Il avait vu les signes que moi, aveuglée par l'amour maternel, j'avais ignorés. Cette nuit-là, Charles est venu me voir. Il est arrivé avec une bouteille de vin et un sourire qui me paraissait désormais totalement faux. Maman, j'ai pensé à ton avenir, a-t-il dit en se servant un verre sans me demander si j'en voulais. L'argent de l'assurance, c'est déjà en cours. Ce sera 15 000 $. Comment connais-tu le montant exact? Ai-je demandé en feignant l'innocence. Eh bien, j'ai aidé papa avec les papiers de l'assurance. Il voulait s'assurer que tu aurais assez d'argent pour vivre confortablement. Un mensonge. Ernest n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. D'après sa propre note, il y avait été poussé par Charles. Et selon toi, qu'est-ce que je devrais faire de cet argent? Ai-je demandé en surveillant attentivement sa réaction. Ses yeux se sont illuminés d'un éclat qui m'a glacée. Tu pourrais acheter une maison plus petite, plus cosy, ou mieux encore, emménager dans une belle résidence pour retraités où tu aurais de la compagnie et des soins médicaux. Henri et moi pourrions gérer ton argent pour qu'il dure plus longtemps. Gérer mon argent. Nous voulons juste prendre soin de toi, maman.
À ton âge, on peut se faire arnaquer facilement ou prendre de mauvaises décisions financières. Nous, on s'y connaît en investissement, en business. On pourrait tripler cette somme en quelques années, tripler mon argent ou le faire disparaître dans leur poche. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit, cherchant à gagner du temps. Bien sûr, a dit Jasmine avec sa fausse douceur, mais pas trop longtemps, pour ton bien. Après leur départ, je suis restée dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, ma chair et mon sang, n'avaient mis pas seulement assassiné leur père, ils prévoyaient maintenant de voler tout ce qu'il me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. Demain, va au poste de police. Demande le rapport sur l'accident d'Ernest. Il y a des contradictions que tu dois connaître. Le lendemain, je suis allée au poste de police local. Le sergent O'Connell, qui connaissait Ernest depuis des années, m'a accueilli avec bienveillance. Le rapport sur l'accident de votre mari? A-t-il demandé, l'air perplexe. Quel accident, Madame Hayes? De son atelier, quand la machine a explosé. Le sergent a consulté ses dossiers et a secoué la tête. Nous n'avons aucun rapport d'explosion à l'atelier d'Ernest ici. En fait, nous n'avons aucun rapport d'accident du travail impliquant votre mari. J'ai senti le sol vaciller sous mes pieds. Mais mon fils a dit que c'était un accident à l'atelier. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital. Madame Hayes, votre mari est arrivé à l'hôpital mardi matin, mais pas à cause d'un accident du travail. Selon le rapport médical que j'ai ici, il est arrivé inconscient avec des symptômes d'empoisonnement. Empoisonnement. Les médecins ont trouvé des traces de méthanol dans son sang, une quantité suffisante pour provoquer la cécité, des lésions cérébrales, puis la mort. L'hôpital aurait dû vous informer de cet empoisonnement. Ce n'était pas une explosion. Ce n'était pas un accident du travail. Quelqu'un avait délibérément empoisonné mon mari. Pourquoi personne ne me l'a dit? Ai-je demandé, la voix brisée. La famille proche qui a signé les papiers de l'hôpital a demandé que l'information soit tenue confidentielle pour éviter des spéculations inutiles. Ils ont dit que vous étiez trop fragile émotionnellement pour supporter les détails techniques. La famille proche. Charles et Henri avaient caché la vraie cause de l'état d'Ernest, inventé l'histoire de l'explosion et manipulé tout le monde, y compris moi, pour couvrir un meurtre. Madame Hayes, a continué le sergent, si vous suspectez les circonstances de la mort de votre mari, nous pouvons ouvrir une enquête officielle. J'avais plus que des soupçons. J'étais certaine que mes propres fils avaient tué leur père pour de l'argent. Cet après-midi-là, Henri est venu chez moi avec un bouquet de fleurs et le même faux sourire que Charles. Comment ça va, maman? Tu as l'air fatiguée. Ça va, ai-je menti, observant chacun de ses gestes avec un regard nouveau. Je pense juste à l'avenir. C'est bien, Charles et moi on a parlé. On pense que tu devrais vendre la maison rapidement tant que le marché est favorable. Pourquoi tant de précipitation? Eh bien, les vieilles maisons perdent vite de la valeur et tu as besoin de liquidités. Les frais d'enterrement, les factures médicales à venir, encore des mensonges. Les funérailles avaient été bon marché, presque insultantes, et il n'y avait pas de facture médicale en attente, parce que l'assurance de l'hôpital les avait couvertes. Henri, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, tu savais que papa n'était pas mort d'un accident du travail. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique dans son expression, puis il s'est repris. De quoi tu parles, maman? Je suis allée au poste de police. Il n'y a aucun rapport d'explosion à l'atelier de papa. Cette fois, la panique était plus visible. Maman, tu ne devrais pas faire ce genre de choses. Ça va te brouiller. Le chagrin te joue des tours. Le chagrin me joue des tours ou bien c'est toi qui me mens. Il s'est levé brusquement, renversant le café que je lui avais servi. Je crois que tu dois te reposer. On parlera quand tu seras plus calme. Il est parti vite, mais pas avant d'avoir passé un appel sur le porche, même si je n'entendais pas les mots. Le ton était urgent, inquiet. Cette nuit-là, j'ai reçu le message le plus révélateur. Ils viennent ensemble demain. Ils vont essayer de te convaincre que tu es folle, que le chagrin te fait imaginer des choses. Ne les crois pas et ne prends rien de ce qu'ils t'offrent à manger ou à boire. La prédiction du message s'est réalisée exactement comme il l'avait annoncé.
Le lendemain, Charles et Henri sont arrivés ensemble chez moi, accompagnés de Jasmine. Ils avaient ça des expressions d'inquiétude exagérées et un sac de pâtisserie de la boulangerie du centre. Maman, on est tellement inquiet pour toi, a commencé Charles d'une voix sirupeuse. Les voisins nous ont dit que tu agissais bizarrement. Doris dit que tu parles toute seule, que tu ne manges pas bien. Doris n'avait jamais dit ça. C'était un autre mensonge de plus. Jasmine a apporté tes pâtisseries préférées, a ajouté Henri en désignant le sac. Et on a fait un café spécial, de la marque que tu aimes tant. Je me suis rappelé les mots du message. Ne prends rien de ce qu'ils t'offrent à manger ou à boire. Il était possible qu'ils préparent de m'empoisonner, comme ils l'avaient fait avec Ernest. Merci, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner, ai-je dit en gardant mes distances. Mais maman, a insisté Jasmine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu dois manger correctement. Tu as beaucoup maigri depuis la mort d'Ernest. Je vais bien, ai-je répété fermement. Charles a échangé un regard significatif avec Henri. C'était le même regard qu'ils avaient échangé à l'hôpital quand le médecin avait donné le pronostic d'Ernest. Maman, a dit Charles en s'asseyant plus près de moi, on veut te parler de quelque chose d'important. Henri et moi, on a consulté des médecins au sujet de ton comportement récent. Mon comportement? Oui, les questions étranges que tu poses, les visites au poste de police, cette obsession pour des détails insignifiants concernant papa. C'est normal après une perte aussi énorme, mais ça peut être dangereux si ce n'est pas traité. Henri a acquiescé gravement. On a parlé au docteur Albright. Il dit qu'il est courant que les personnes âgées développent de la paranoïa après avoir perdu leur partenaire, surtout les femmes de ton âge. Paranoïa. Il m'accusait de folie parce que je découvrais leurs mensonges. Je ne suis pas paranoïaque, ai-je dit avec toute la fermeté que je pouvais rassembler. Je pose juste des questions que j'aurais dû poser depuis le début. Quelles questions? A défié Charles. Comme pourquoi il n'y a aucun rapport de police pour l'accident supposé de papa. Comme pourquoi l'atelier est parfaitement propre s'il y a eu une explosion. Comme pourquoi vous avez retiré 5 000 $ de notre compte sans me dire quoi que ce soit. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les trois ont échangé des regards d'une panique à peine dissimulée. Maman, a fini par dire Henri, ces choses ont des explications simples. Papa a retiré cet argent pour des réparations qu'il voulait faire en secret comme surprise pour toi. Quelle surprise! Il voulait rénover la maison, a menti Charles. Il avait embauché des ouvriers pour réparer le toit et repeindre les murs. Il voulait te faire une surprise pour ton anniversaire. Si c'était vrai, où étaient les ouvriers? Où étaient les matériaux? Pourquoi personne en ville n'avait entendu parler de cette supposée rénovation? Et pour le rapport de police, a continué Charles, tous les accidents du travail ne nécessitent pas un rapport, surtout quand ça se passe sur une propriété privée. Encore des mensonges. Le sergent O'Connell avait été très clair. Tout accident du travail avec blessure grave nécessite un rapport officiel. Maman, est intervenue Jasmine d'une voix douce mais condescendante. On veut juste prendre soin de toi. C'est pour ça qu'on pensait qu'il serait préférable que tu ailles dans un endroit avec une attention médicale spécialisée. Un établissement. Un établissement spécialisé, a corrigé Charles, pour les personnes qui traversent un deuil compliqué. Ils ont des psychologues, des infirmières, des activités pour te tenir occupé. Et en attendant, a ajouté Henri, on peut s'occuper de vendre la maison, de gérer l'argent de l'assurance, toutes ces choses compliquées que tu ne devrais pas avoir à gérer dans ton état actuel. Voilà le plan complet. Me déclarer mentalement incompétente, me placer dans un établissement et prendre le contrôle de tout mon argent. Ils avaient d'abord tué Ernest pour l'argent de l'assurance et maintenant ils voulaient me dépouiller moi aussi. Et si je refuse? Ai-je demandé. Pourquoi refuserais-tu? A demandé Charles avec un sourire qui m'a glacée. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, parce que c'est ma maison. C'est ici que j'ai construit ma vie avec Ernest. C'est ici que je vous ai élevé. Maman, a soupiré Henri avec exagération, tu ne peux pas vivre dans le passé éternellement. Papa est parti. Tu dois l'accepter et avancer. Je l'ai accepté, mais ça ne veut pas dire que je vais donner ma vie et mon argent.
Le masque de sollicitude a commencé à se fissurer sur le visage de mes fils. Charles s'est levé brusquement. Très bien. Si tu refuses d'entendre raison, on devra prendre des mesures plus drastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut entamer une procédure légale pour te faire déclarer mentalement incompétente. On a des témoins de ton comportement erratique. On a des témoignages de médecins confirmant que tu souffres de paranoïa sénile. Des médecins? Quels médecins? Je n'avais parlé à aucun médecin de mon état mental. Le docteur Albright a déjà signé un rapport préliminaire, a ajouté Henry. Il dit que d'après nos descriptions de ton comportement, il est probable que tu aies besoin de soins spécialisés. Un médecin qui ne m'avait jamais examiné avait signé un rapport sur mon état mental, en se basant uniquement sur ce que mes fils lui avaient raconté. Combien leur avait-il coûté d'acheter cette fausse évaluation? Alors tu peux coopérer volontairement, a poursuivi Charles, ou on le fera légalement, mais dans tous les cas, tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. C'était une menace directe. Si je ne leur donnais pas mon argent volontairement, ils utiliseraient le système légal pour me le voler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur ai-je dit, essayant de gagner du temps. Bien sûr, a dit Jasmine avec sa fausse douceur, mais pas trop de temps. Pour ton bien. Après leur départ, je suis restée dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, le sang de mon sang, n'avaient pas seulement assassiné leur père, ils prévoyaient maintenant de me voler tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message encore plus long. Margot, je m'appelle Stephen Callahan, je suis détective privé. Ernest m'a engagé 3 semaines avant de mourir parce qu'il se méfiait de Charles et Henry. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol mélangé dans son café du matin. J'ai des preuves audio de leur conversation où ils planifient tout. Demain à 15 heures, va au café de l'Angle. Assieds-toi à la table du fond. Je serai là. Enfin, je saurai qui m'envoyait ces messages. Et surtout, j'aurai la preuve dont j'avais besoin pour obtenir justice pour le meurtre de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup de temps. Charles et Henry avaient tous montré leur jeu. Si je n'agissais pas vite, je finirais enfermée dans un établissement pendant qu'ils dépenseraient l'argent qui avait coûté la vie à Ernest. La guerre avait commencé. Et même si j'étais une femme de 66 ans face à 2 hommes sans scrupules, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La vérité. Et la vérité, tôt ou tard, finit toujours par sortir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Ernest, j'ai souri, parce que je savais que mon mari n'était pas mort en vain. Sa prudence, son instinct, sa décision d'engager un détective privé allaient me permettre d'obtenir justice. Charles et Henry avaient gravement sous-estimé leur mère. Ils allaient me découvrir qu'une femme qui se bat pour la mémoire de son mari assassiné est une force plus puissante que toute leur avidité réunie. Le lendemain est arrivé, plein de nervosité et d'attente. Je me suis habillée avec soin, choisissant ma robe violette la plus sérieuse, celle que je portais lors des occasions importantes. Si j'allais rencontrer l'homme qui pouvait me donner les réponses dont j'avais besoin, je voulais être prête à toute révélation. À 14h30, j'ai marché vers le café de l'Angle d'un pas déterminé mais prudent. Chaque ombre paraissait suspecte. Chaque personne dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. La paranoïa dont ils m'avaient accusé commençait à sembler justifiée. Le café était moyennement rempli. Je suis allée directement à la table du fond comme on me l'avait indiqué. J'ai commandé une tisane à la camomille et j'ai attendu, les mains tremblant légèrement sur la table en bois usé. Exactement à 15 heures, un homme d'une cinquantaine d'années s'est approché. Il était grand, aux cheveux gris, avec des yeux intelligents et une expression sérieuse mais bienveillante. Il portait un dossier brun sous le bras. « Madame Hayes » a-t-il demandé d'une voix basse. J'ai acquiescé, sans encore oser parler. « Je suis Stephen Callahan. Je suis désolé pour votre perte. Ernest était un homme bien. Il s'est assis en face de moi et a posé le dossier sur la table. Avant de vous montrer ce que j'ai, vous devez savoir que ce que vous allez entendre et voir va être très douloureux. Êtes-vous prête? Je me prépare depuis le premier message. Ai-je répondu avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Steven a ouvert le dossier et a sorti un petit enregistreur.
Ernest est venu me voir il y a un mois. Il était inquiet du comportement de ses fils. Il m'a engagé pour les surveiller discrètement. Il a appuyé sur lecture. La voix d'Ernest, si familière, si chère, a rempli l'espace entre nous. Steven, je dois te dire que s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. Charles et Henri me poussent à augmenter mon assurance vie. Hier, Charles m'a apporté des papiers qu'il disait être pour mieux protéger Margot. Mais en les lisant, j'ai vu qu'il y avait aussi des clauses qui les avantagent directement. Mon cœur s'est emballé. Entendre la voix d'Ernest, c'était comme le retrouver quelques minutes, mais ces mots confirmaient mes pires soupçons. L'enregistrement a continué. Henri me pose des questions étranges sur ma routine, ce que je mange au petit déjeuner, l'heure à laquelle je pars, si Margot vient avec moi à l'atelier. Il dit que c'est par inquiétude, mais la manière dont il demande me préoccupe. Steven a interrompu. Cette conversation date de 3 semaines avant sa mort, mais j'ai quelque chose de plus récent. Il a lancé un autre enregistrement, cette fois avec la voix de Charles en arrière-plan, au téléphone. Non, on ne peut plus attendre. Le vieux commence à se méfier. Hier, il m'a demandé pourquoi je m'intéressais autant à son assurance. Oui, j'ai déjà le méthanol. Ça marche parfaitement parce que les symptômes ressemblent à une crise cardiaque ou à un AVC. Non, maman ne sera pas un problème. Après la mort de papa, elle sera tellement détruite qu'on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Des larmes ont roulé sur mes joues. C'était la voix de mon fils, mon propre fils, qui planifiait froidement le meurtre de son père. Il y a plus, a dit Steven doucement. Cet enregistrement date de la veille de la mort d'Ernest. Un nouveau fichier a démarré. Cette fois, c'était Henri. Tout est prêt. Demain, Charles va mettre le méthanol dans le café de papa. On lui a dit que c'était un complément vitaminé spécial recommandé par un médecin. Cet idiot va le boire sans se douter de rien. Les symptômes vont commencer par des vertiges et de la confusion, puis la perte de la vue, des convulsions, le coma. Les médecins penseront à un AVC ou une crise cardiaque. Quand ils comprendront que c'est un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'est effondré complètement. Non seulement ils avaient planifié le meurtre d'Ernest, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur terrifiante. Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Ai-je demandé à travers mes sanglots. Ernest m'avait demandé de placer des dispositifs d'écoute dans votre maison, a expliqué Steven. Il avait peur, mais ne savait pas exactement de quoi. Nous les avons placés sur le téléphone fixe et à d'autres endroits stratégiques. Il a sorti une série de photos du dossier. J'ai aussi ceci. Charles achetant du méthanol dans une quincaillerie à 30 miles de la ville. Il a payé en espèces et utilisé un faux nom, mais je l'ai sur vidéo. Les photos montraient clairement Charles sortant d'un magasin avec une petite bouteille à la main. La date était 5 jours avant la mort d'Ernest. Et ça, a continué Steven en me montrant d'autres documents, ce sont les relevés financiers de Charles et Henri des 6 derniers mois. Ils dépensent bien plus que leurs revenus ne le permettent. Charles doit 70 000 dollars à un prêteur en ville. Henri a des dettes de jeu pour 40 000. Ils étaient désespérés. Tout prenait sens. Ce n'était pas seulement la cupidité, c'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et avaient vu en leur père une source d'argent facile et rapide. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police immédiatement après la mort d'Ernest? Ai-je demandé. Parce que Charles et Henri sont très intelligents. Ils ont soudoyé le médecin qui s'est occupé d'Ernest à l'hôpital pour changer le diagnostic officiel. Au lieu d'un empoisonnement, le certificat de décès indique une insuffisance cardiaque due à des complications après un accident du travail. Sans cette preuve médicale, mes enregistrements n'auraient peut-être pas suffi à obtenir une condamnation. Mais maintenant, nous avons toutes les preuves ensemble, ai-je dit, ressentant un mélange de douleur et de détermination. Exactement. Et il y a une chose de plus que vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Quoi? Vos fils prévoyèrent de vous tuer aussi. Steven a lancé un dernier enregistrement, avec les voix de Charles et Henri ensemble. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faut se débarrasser de maman aussi, a dit Charles. On ne peut pas risquer qu'elle devienne suspicieuse ou que quelqu'un lui mette des idées en tête. Comment? A demandé Henri. Comme avec papa, mais cette fois, on peut faire croire à un suicide dû à la dépression. Une veuve qui ne peut pas vivre sans son mari.
Personne ne remettra ça en question. Et nous serons ses seuls héritiers. Tout sera à nous. La maison, les économies, l'assurance, presque 200 000 dollars au total. L'enregistrement s'est arrêté. Je tremblais sans contrôle. Mes fils n'avaient pas seulement tué leur père, ils avaient prévu de me tuer aussi. Tout ça pour de l'argent. Madame Hayes, a dit Stephen doucement. Je sais que c'est dévastateur, mais nous avons assez de preuves pour qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé en essuyant mes larmes. D'abord, nous devons aller à la police avec toutes ces preuves. Le sergent O'Connell est un homme honnête. Il n'est pas impliqué dans la corruption. Ensuite, il faut agir vite. Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement incompétente demain. S'ils y parviennent, ce sera beaucoup plus difficile d'avancer légalement. Demain? Oui, j'ai intercepté une conversation téléphonique ce matin. Il rencontre le juge Miller à 10 heures pour lancer la procédure d'incapacité. Je me suis levée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Alors il faut agir ce soir. Exactement, a confirmé Steven. Mais d'abord, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Il a sorti une photo. On y voyait Ernest sortir d'une clinique médicale que je ne reconnaissais pas. 3 jours avant de mourir, votre mari a fait un examen médical complet dans une clinique en ville. Les résultats montrent qu'il était en parfaite santé. Aucun signe de maladie cardiaque, tension normale, tout était parfait. Cela prouve définitivement que sa mort était due à un empoisonnement, pas à un problème de santé naturelle. C'était la dernière pièce dont nous avions besoin. Ernest était un homme en bonne santé, assassiné par ses propres fils. Stephen, ai-je dit en lui prenant la main, merci d'avoir tenu votre promesse à mon mari. Maintenant, allons obtenir justice. Ce soir-là même, Stephen et moi sommes allés directement au poste de police. Le sergent O'Connell était de service de nuit cette semaine-là, ce qui était parfait. Quand nous sommes arrivés, il était 20 heures et le poste était relativement calme. Sergent O'Connell, ai-je dit d'une voix ferme, je dois déposer une plainte officielle pour le meurtre de mon mari, Ernest. Le sergent m'a regardé, surpris. Meurtre, Madame Hayes? Le certificat de décès dit qu'il est mort de complications cardiaques après un accident du travail. Le certificat de décès est faux. Ai-je répondu en posant le dossier de Stephen sur son bureau. Mon mari a été délibérément empoisonné au méthanol par nos propres fils. Pendant les 2 heures suivantes, Stephen et moi avons présenté toutes les preuves. Les enregistrements audio, les photos de Charles achetant du méthanol, les documents bancaires montrant les retraits non autorisés, les résultats médicaux d'Ernest prouvant sa parfaite santé, et enfin, les conversations enregistrées où mes fils avouaient le meurtre de leur père et leur plan pour me tuer. Le sergent O'Connell a écouté chaque enregistrement avec une expression de plus en plus grave. Quand nous avons terminé, il s'est adossé à sa chaise et a secoué la tête, incrédule. C'est monstrueux, a-t-il murmuré. Êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout, Madame Hayes? Une fois qu'on arrête vos fils, il n'y a plus de retour possible. Sergent, ai-je répondu avec toute la dignité dont j'étais capable. Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Ce ne sont plus mes fils, ce sont des criminels qui doivent payer. Il faudra que le médecin légiste exhume le corps d'Ernest pour confirmer la présence de méthanol, a expliqué le sergent. Êtes-vous prête à cela? Faites tout ce qui est nécessaire, ai-je répondu sans hésiter. Le sergent O'Connell a immédiatement appelé le procureur. Malgré l'heure tardive, la gravité de l'affaire l'a conduit à venir personnellement. Après avoir examiné les preuves, il a immédiatement autorisé des mandats d'arrêt contre Charles et Henry. Nous interviendrons à l'aube, nous a-t-il dit. Nous devons nous assurer d'avoir toutes les preuves avant qu'ils ne détruisent d'autres éléments. Stephen m'a raccompagné chez moi ce soir-là. Vous êtes sûr que ça ira seul? A-t-il demandé, inquiet. Ça ira, ai-je répondu. Après tout ce que j'ai découvert, je n'ai plus peur. J'ai la justice de mon côté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans la cuisine, regardant les photos d'Ernest accrochées au mur. Pour la première fois depuis sa mort, je ne ressentais pas seulement de la douleur.
Je ressentais un mélange étrange de tristesse et de satisfaction, sachant que la justice allait venir. À 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Charles. Maman, tu dois venir chez Henri tout de suite. Il s'est passé quelque chose de terrible. Quoi? Ai-je demandé en feignant l'inquiétude. C'est mieux si je t'explique en personne. S'il te plaît, viens vite. Je savais que c'était un piège. Après avoir entendu les enregistrements, je savais qu'ils avançaient leur plan pour se débarrasser de moi. Mais je savais aussi que la police était déjà en route pour les arrêter. J'arrive. Ai-je menti? Au lieu d'aller chez Henri, je suis restée dans ma cuisine, à attendre. À 7h30, j'ai vu par la fenêtre plusieurs voitures de police se diriger vers les maisons de mes fils, chacune dans une direction différente. Mon téléphone a sonné sans arrêt pendant l'heure suivante. D'abord Charles, puis Henry, avec des voix de plus en plus désespérées me demandant où j'étais, mais je n'ai répondu à aucun appel. À 9h, le sergent O'Connell a frappé à ma porte. Madame Hayes, nous avons arrêté Charles et Henry. Ils sont en garde à vue, accusés de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. J'ai senti mes jambes trembler, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de soulagement. Comment ont-ils réagi? Ai-je demandé. Charles a tout nié au début, mais quand nous lui avons fait écouter les enregistrements, il s'est effondré. Henry a essayé de s'échapper par la fenêtre arrière. Nous avons dû le poursuivre sur 6 pâtés de maison. Cet après-midi-là, Jasmine est venue me voir. Elle est arrivée en pleurs, suppliant, complètement différente de la femme froide et calculatrice que j'avais connue. Madame Hayes, s'il vous plaît, vous devez abandonner les charges contre Charles. Il n'est pas mauvais. Il était juste. Il était juste désespéré à cause de ses dettes. C'est aussi ma faute. Je l'ai beaucoup pressé pour trouver de l'argent. Je l'ai regardé sans la moindre compassion. Jasmine, ton mari a empoisonné mon mari. Il prévoyait de m'assassiner aussi. Il n'y a aucune explication ni justification à ça. Mais nous sommes une famille, a-t-elle crié désespérée. Pensez à ce que ça va faire à la famille. La famille est morte le jour où vous avez décidé de tuer Ernest pour de l'argent. Ai-je répondu froidement. Maintenant, sors de chez moi. 3 jours plus tard, l'exhumation du corps d'Ernest a été réalisée. Les résultats du laboratoire ont confirmé exactement ce que Steven avait découvert. Des niveaux mortels de méthanol dans son organisme, suffisants pour provoquer tous les symptômes qu'il avait eus avant de mourir. L'affaire est devenue une sensation dans toute la ville. Personne ne pouvait croire que 2 fils avaient tué leur propre père pour de l'argent. Les journaux locaux ont appelé cela le crime le plus cruel de la décennie. Au cours des semaines suivantes, d'autres détails ont émergé pendant l'enquête. Charles devait en réalité 7 000 $ à des prêteurs illégaux qui avaient commencé à le menacer de violence. Henri avait perdu 5 000 $ dans des tripots clandestins et recevait aussi des menaces. Ils avaient vu l'argent de l'assurance d'Ernest comme leur seule issue. Mais leur cupidité les avait poussés à augmenter les polices de manière si spectaculaire que cela avait éveillé les soupçons de leur propre père. Nous avons aussi découvert que le médecin qui avait falsifié le certificat de décès avait reçu 5 000 $ en liquide de la part de Charles. Il a lui aussi été arrêté pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Steven m'a expliqué tous les détails du plan qu'Ernest avait élaboré avec lui. Votre mari était plus intelligent que ses fils ne le pensaient. Il savait que quelque chose de grave se préparait, mais il ne savait pas exactement quoi. Il m'a engagé non seulement pour enquêter sur Charles et Henri, mais aussi pour vous protéger s'il lui arrivait quelque chose. Savait-il qu'ils allaient mal le tuer? Ai-je demandé. Pas exactement, a répondu Steven, mais il soupçonnait que sa vie était en danger. C'est pourquoi nous avons installé les dispositifs d'enregistrement. C'est pourquoi nous avons tout documenté. Il voulait s'assurer que s'il lui arrivait quelque chose, la vérité sortirait. Mon Ernest, même dans ces derniers jours, me protégeait. Il avait anticipé la trahison de nos fils et pris des mesures pour que la justice l'emporte. Le procès devait commencer 2 mois plus tard. Charles et Henri encouraient des accusations de meurtre au premier degré, ce qui, dans notre État, impliquait une peine de 25 ans à perpétuité.
Le jour du procès est arrivé après 2 mois de préparation juridique intense. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux étaient venus couvrir ce qui était déjà connu comme l'affaire des fils meurtriers. Toute la ville était là, des voisins, d'anciens collègues d'Ernest, même des gens que je connaissais à peine mais qui voulaient assister à ce moment historique de justice. Je portais ma plus belle robe noire, la même que j'avais portée à notre mariage tant d'années auparavant, mais qui symbolisait désormais le deuil et la dignité. Steven m'accompagnait, assis à mes côtés pendant toute la procédure. Sa présence me donnait la force d'affronter ce qui serait le jour le plus difficile de ma vie. Charles et Henri sont entrés dans la salle menottée, vêtus de combinaisons de prison orange. Les voir ainsi a encore brisé mon cœur, mais je ne ressentais plus de pitié pour eux. Seulement une profonde tristesse pour la mort morale, qu'ils avaient choisie bien avant de tuer physiquement leur père. Le procureur a présenté l'affaire avec une précision dévastatrice. Un à un, les enregistrements ont été diffusés au tribunal. Le silence était total chaque fois que les voix de Charles et Henri se faisaient entendre, planifiant froidement le meurtre d'Ernest. Quand le procureur a fait écouter l'enregistrement où il planifiait aussi de me tuer, plusieurs personnes dans la salle ont poussé des exclamations d'horreur. Une femme âgée s'est levée et est sortie en pleurant. Je ne pouvais pas lui en vouloir. C'était difficile à concevoir, une telle cruauté. Mesdames et messieurs du jury, a déclaré le procureur dans sa plaidoirie d'ouverture, ce n'est pas une affaire ordinaire de cupidité familiale. C'est un cas de préméditation froide et calculée où 2 hommes ont décidé d'assassiner le père qui les avait élevés avec amour et sacrifice, simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour payer leurs dettes de jeu et leurs emprunts irresponsables. Les avocats de Charles et Henri ont tenté de plaider des circonstances désespérées et des influences extérieures, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements ne mentaient pas. Les documents bancaires ne mentaient pas. Les preuves médico-légales du méthanol dans le corps d'Ernest ne mentaient pas. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis avancée à la barre les jambes tremblantes, mais l'esprit clair. J'attendais ce moment depuis des mois. Madame Hayes, m'a demandé le procureur, pouvez-vous nous décrire votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari? Je pensais avoir une bonne relation avec eux, ai-je répondu en regardant Charles et Henri droit dans les yeux. Je les ai élevés avec amour. J'ai tout sacrifié pour leur bien-être. Leur père travaillait du lever au coucher du soleil pour nous donner le meilleur possible. Je n'ai jamais imaginé que cet amour et ce sacrifice deviendraient la raison de son meurtre. À un moment quelconque, avez-vous suspecté qu'il pourrait faire du mal à votre mari? Non. C'est la partie la plus douloureuse de tout cela. Je leur faisais entièrement confiance. Quand ils m'ont dit qu'Ernest avait eu un accident à l'atelier, je les ai crus. Quand ils ont organisé l'enterrement si vite, j'ai pensé qu'ils étaient efficaces dans leur chagrin. Je n'ai jamais imaginé qu'ils couvraient un meurtre. Charles a baissé la tête pendant mon témoignage. Henri me regardait avec défi, mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Trop tard pour les larmes, trop tard pour le regret. Le moment le plus dramatique du procès est arrivé quand le procureur a décidé de diffuser l'enregistrement complet de la conversation où il planifiait mon propre meurtre. La voix de Charles a rempli la salle. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faut se débarrasser de maman aussi. On ne peut pas risquer qu'elle devienne suspicieuse. Un murmure d'horreur a parcouru le public. Plusieurs personnes se sont tournées vers moi, incrédules et compatissantes. Comment vous êtes-vous senti en entendant cet enregistrement pour la première fois? M'a demandé le procureur. J'ai compris que j'avais perdu mes 2 fils bien avant de perdre mon mari. Ai-je répondu, la voix brisée mais ferme. Les bébés que j'ai allaités, les enfants que j'ai consolés dans leurs cauchemars, étaient morts et avaient été remplacés par 2 étrangers capables de toutes les cruautés pour de l'argent. La défense a tenté de me contre-interroger, suggérant que j'avais peut-être mal interprété les intentions de mes fils, que le chagrin m'avait peut-être poussé à exagérer, mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Steven a aussi témoigné, expliquant en détail comment Ernest l'avait engagé parce qu'il avait peur de ses propres fils.
Il a décrit chaque étape de l'enquête, chaque preuve recueillie, chaque moment enregistré qui révélait la vérité. Le médecin légiste a présenté les résultats de l'exhumation, confirmant la présence mortelle de méthanol dans le corps d'Ernest. Il a expliqué comment ce poison agit lentement, provoquant exactement les symptômes que mon mari avait connus avant de mourir. Après 3 jours de témoignages accablants, les plaidoiries finales sont arrivées. Le procureur a été implacable. Charles et Henri ne sont pas des victimes des circonstances. Ce sont des prédateurs qui ont vu leurs propres parents comme des obstacles financiers à éliminer. Ils ont planifié, exécuté et dissimulé le meurtre d'Ernest et s'apprêtaient à faire la même chose avec Margot. Ils ne méritent pas la compassion. Ils méritent la justice. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand il est revenu, le silence dans la salle était absolu. J'entendais les battements de mon propre cœur tandis que le juge lisait le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Charles Hayes et Henry Hayes pour le meurtre au premier degré d'Ernest Hayes, nous déclarons les accusés coupables. La salle a explosé en murmures et en exclamations. Charles s'est effondré sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Henri est resté figé, fixant droit devant lui sans expression. Pour le complot en vue de commettre un meurtre contre Margot Hayes, nous déclarons les accusés coupables. Le juge a prononcé la peine immédiatement. Charles Hayes et Henry Hayes pour le meurtre prémédité de votre père et le complot visant à assassiner votre mère, je vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. En entendant ces mots, j'ai senti un poids immense se lever de mes épaules. Justice. Enfin, justice pour Ernest. Après le procès, beaucoup de personnes sont venues me serrer dans leurs bras et me témoigner leur soutien. Doris a pleuré avec moi, non pas de tristesse, mais de soulagement. Margot, Ernest peut reposer en paix maintenant, m'a-t-elle chuchoté. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, qui me semblait différente. Ce n'était plus un lieu de douleur et de trahison. C'était de nouveau mon foyer, l'endroit où Ernest et moi avions été heureux pendant 42 ans. Steven est venu me voir une semaine après le procès. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « En paix » ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis la mort d'Ernest, je dors tranquillement. Je sais qu'il repose parce que sa mort n'est pas restée impunie. Et l'argent, l'assurance, les économies. J'ai donné l'argent de l'assurance vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux, ai-je expliqué. Cet argent était taché de sang. Je n'aurais jamais pu l'utiliser. Mes économies personnelles suffisent pour vivre modestement jusqu'à la fin de mes jours. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison. Elle venait de Charles. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je dois te dire que je regrette tout. L'argent, les dettes, le désespoir. Ils nous ont aveuglés. Nous avons perdu toute humanité. Henri et moi avons détruit la famille la plus aimante du monde pour 5 000 $ que nous n'avons même pas eu le temps de dépenser. Demain, je me suiciderai dans ma cellule. Je ne peux pas vivre avec ce que nous avons fait. Prends soin de toi, maman. Dis à papa qu'on est désolé d'avoir été de si mauvais fils. Je n'ai pas pu empêcher son suicide à temps. Charles a été retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain. Henri, en apprenant la mort de son frère, a fait une dépression nerveuse complète et a été transféré à l'hôpital psychiatrique de la prison. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis paisiblement dans ma petite maison. J'ai transformé l'atelier d'Ernest en jardin où je fais pousser des fleurs que je porte à sa tombe chaque dimanche. Steven est devenu un ami proche, venant me voir régulièrement pour s'assurer que je vais bien. Parfois, les voisins me demandent si mes fils me manquent. La réponse est compliquée. Les enfants qu'ils étaient me manquent, mais ces enfants sont morts bien avant Ernest. Les hommes qu'ils sont devenus n'étaient pas mes fils. C'étaient des étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mon cœur. J'ai appris que la vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Ernest a été ma vraie famille pendant 42 ans. Les amis qui m'ont soutenu pendant le procès sont ma famille aujourd'hui. La justice n'a pas ramené Ernest, mais elle m'a donné la paix. Et les nuits calmes,
quand je m'assieds sur le porche où nous buvions si souvent du café ensemble, je jure que je peux sentir sa présence, fière de moi d'avoir été assez forte pour faire ce qui était juste, même si cela signifiait perdre mes fils pour toujours. 5 années ont passé depuis ce terrible jour au cimetière où j'ai reçu le premier message qui a changé ma vie à jamais. Aujourd'hui, j'ai 71 ans et mes cheveux complètement blancs reflètent toutes les tempêtes que j'ai affrontées et surmontées. Mais mes yeux, me dit ma chère amie Doris, brillent d'une paix qu'ils n'avaient pas auparavant. La maison où Ernest et moi avons construit nos rêves est toujours mon refuge. J'ai fait quelques améliorations avec l'argent que j'avais économisé. J'ai peint les murs d'un jaune doux, la couleur préférée d'Ernest, et j'ai transformé son ancien atelier en le plus beau jardin du quartier. Des roses rouges, des œillets blancs, des tournesols qui cherchent toujours le soleil, comme il m'a appris à le faire pendant nos années les plus difficiles. Stephen Callahan est devenu plus que l'enquêteur qui m'a aidé à obtenir justice. Il est devenu ma famille choisie. Il vient me voir tous les mercredis après-midi, et nous buvons du café sur le porche tandis qu'il me raconte des histoires sur ses autres affaires. Il me demande parfois si je regrette d'avoir dénoncé mes propres fils, si cela n'aurait pas été mieux de garder le secret et de vivre avec le mensonge. Jamais, je réponds toujours. La vérité fait mal, mais les mensonges tuent l'âme. La fondation que j'ai créée avec l'argent de l'assurance vie est devenue quelque chose de plus grand que je ne l'aurais imaginé. La Fondation Ernest Hayes pour les victimes de crimes familiaux aide désormais des dizaines de familles chaque année qui ont traversé des tragédies similaires à la mienne. Nous avons des psychologues, des avocats et des détectives privés qui travaillent pour que plus aucune famille n'ait à souffrir en silence de ce que j'ai souffert. Il y a 6 mois, une femme de 40 ans est venue me voir. Elle s'appelait Elle Lanner et elle soupçonnait que son frère avait assassiné leur mère pour l'héritage. Son histoire ressemblait douloureusement à la mienne. Des proches avides, la pression pour vendre des biens, un comportement étrange après la mort. La Fondation lui a fourni un détective privé, des conseils juridiques gratuits et un soutien psychologique tout au long du processus. Quand son frère a été condamné pour meurtre 3 mois plus tard, Eleanor est venue me serrer dans ses bras en pleurant. Madame Hayes, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas eu le courage de dénoncer vos propres fils, je n'aurais jamais eu le courage de dénoncer le mien. Ce sont ces moments-là qui me rappellent pourquoi toute la douleur que j'ai traversée en valait la peine. Henri est toujours vivant, même s'il n'est plus l'homme que j'ai connu. Après le suicide de Charles, son esprit s'est complètement brisé. Les médecins disent qu'il vit dans un état constant de culpabilité et de paranoïa, persuadé qu'Ernest vient lui rendre visite chaque nuit pour le gronder pour le meurtre. Il a tenté de se suicider 3 fois, mais les gardiens le surveillent en permanence. Je reçois parfois des lettres de sa part. Elles sont incohérentes, remplies d'excuses désespérées et de supplications pour le pardon. Au début, je les lisais, cherchant une trace du fils que j'avais élevé avec tant d'amour. Puis je me suis rendu compte que les lire ne faisait que rouvrir des blessures déjà cicatrisées. Maintenant, je les garde fermées dans une boîte à chaussures. Peut-être qu'un jour je les lirai. Peut-être pas. J'ai le droit de protéger ma tranquillité d'esprit. Jasmine a disparu de la ville immédiatement après le procès. Quelqu'un m'a dit qu'elle était partie en ville et qu'elle avait changé de nom. Je ne lui en veux pas. Porter le nom d'un meurtrier ne doit pas être facile. Parfois, je me demande si elle savait ce que Charles préparait, si elle était une complice silencieuse du meurtre d'Ernest. Mais ces questions appartiennent au passé, et j'ai appris à vivre dans le présent. La ville de Spring Creek n'oubliera jamais l'affaire. C'est devenu une légende locale, une histoire que les parents racontent à leurs enfants pour les mettre en garde contre la cupidité et la trahison. Certains me voient comme une héroïne, d'autres comme une femme cruelle qui a envoyé ses propres fils en prison. Je m'en moque. Je connais la vérité, et la vérité m'a donné la paix dont j'avais besoin. Ma santé reste étonnamment bonne pour mon âge. Le médecin dit que c'est parce que j'ai enfin réussi à me libérer du stress et de la tristesse que je portais. Le corps guérit quand le cœur trouve la paix, a-t-il expliqué lors de mon dernier contrôle. Les dimanches matins sont mes préférés. Je coupe des fleurs fraîches dans mon jardin et je marche jusqu'au cimetière pour visiter la tombe d'Ernest.
Sa pierre tombale porte maintenant une inscription que j'ai fait graver après le procès. Ernest Hayes, époux bien-aimé, père trahi, homme honorable. Son amour était plus fort que sa mort. Je lui raconte tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Je lui parle de la fondation, des familles que nous avons aidées, des lettres de remerciement que je reçois de personnes qui ont trouvé justice grâce à notre histoire. Je jure que je peux sentir son approbation dans le vent qui fait bouger les feuilles des arbres voisins. Tu sais ce qu'il y a de plus étrange, mon amour? Ai-je dit lors de ma dernière visite. Je ne ressens plus de douleur quand je pense à Charles et Henri. Je ne ressens que de la pitié. De la pitié parce qu'ils avaient tout l'amour du monde et qu'ils ont choisi la haine. Ils avaient une famille qui les adorait et ils ont choisi la trahison. Ils avaient l'occasion d'être des hommes honorables comme toi et ils ont choisi d'être des meurtriers. La semaine dernière, une journaliste de la ville est venue m'interviewer pour un documentaire sur les crimes familiaux. Elle m'a demandé si je voulais dire quelque chose à d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires. La famille n'est pas une excuse pour le crime, ai-je répondu. L'amour n'est pas aveugle. L'amour avec des limites est un amour vrai. Si quelqu'un qui dit t'aimer est capable de te faire du mal pour de l'argent ou par commodité, cette personne ne t'aime pas vraiment. Et il n'est jamais trop tard pour chercher la justice, peu importe qui est le coupable. Cette année, pour le 5e anniversaire de la mort d'Ernest, j'ai organisé une cérémonie spéciale en sa mémoire. Plus de 200 personnes sont venues. Des voisins, des membres de la fondation, des familles que nous avons aidées, des autorités locales. C'était magnifique de voir comment sa mort, qui avait commencé comme une tragédie, était devenue une force de bien dans tant de vies. Stephen a prononcé un discours émouvant. Ernest Hayes est mort à cause de la cupidité de ses fils, mais son héritage vit dans chaque famille qui trouve justice grâce au courage de sa femme. Le mal a essayé de détruire son histoire, mais le bien l'a transformée en espoir pour les autres. Le soir, avant de m'endormir, il m'arrive de sortir les vieilles photos de l'époque où Charles et Henri étaient enfants. Je les vois jouer dans la cour, serrer leur père dans leurs bras, rire avec moi lors des anciens Noëls. Je me permets de pleurer ces enfants innocents qui ont existé avant que la cupidité ne les corrompe complètement. Mais je ne pleure plus les hommes qu'ils sont devenus. Ces hommes ont choisi leur destin. Mon histoire est devenue plus grande que ma tragédie personnelle. Elle est devenue un symbole que la justice est possible, même quand elle vient des sources les plus inattendues. Une veuve de 66 ans a prouvé que la vérité est plus puissante que les mensonges, que le véritable amour est plus fort que la trahison, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Demain, c'est mercredi, et Steven viendra boire un café comme d'habitude. Je lui préparerai sa pâtisserie préférée et je lui parlerai des lettres de remerciement arrivées cette semaine. Ensuite, nous travaillerons ensemble dans le jardin, en plantant de nouvelles fleurs pour le printemps. La vie continue, plus simple, mais plus authentique qu'avant. J'ai appris que la vraie famille n'est pas une question de sang, mais de valeurs partagées, de respect mutuel et d'un amour qui ne se transforme jamais en mal. Ernest, où que tu sois, j'espère que tu sais que j'ai tenu la promesse que je t'ai faite près de ta tombe ce terrible jour. J'ai trouvé la vérité. J'ai cherché la justice et j'ai transformé notre douleur en espoir pour les autres. Ta mort n'a pas été vaine, mon amour. As-tu aimé mon histoire? Et depuis quelle ville m'écoutes-tu? Retrouvons-nous dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. On se retrouve dans la prochaine histoire de vie.